All of us are in debt. You, me, businesses, governments. The great machine of the economy is now powered by debt. We live on credit. Our homes, our cars, our schools, our government expenditures are financed by borrowing. Debt has become the lifeblood of the economy and the engine of global growth. We're all caught up in an economic machine that creates more and more debt day after day. That machine is running wild, out of control, and public debt, the debt held by governments, is soaring. The Eurozone is having a much harder time than other economies emerging from that debt crisis. Why? And what are the solutions? It's a debt machine, yeah. Once you're on it, it's very hard to get off it. La dette fait vraiment système, c'est-à-dire qu'on sent que nous sommes coupables d'être endettés. Let's start over and create a system of credit and debt which would actually be sustainable, which wouldn't destroy the planet as the current debt machine is doing. De manière générale, on ne peut pas dire qu'une dette publique, ce soit un problème. Tous les pays sont endettés et de toute façon, comme on a de la croissance économique, c'est-à-dire de la création de richesses supplémentaires chaque année, on peut se permettre de s'endetter. C'est plutôt sain. Le vrai problème, c'est quand votre dette s'emballe toute seule. C'est-à-dire quand vous avez atteint un tel niveau que vous ne maîtrisez pas la dynamique et l'augmentation de cette dette d'année en année. When its debt reaches a certain level, a government gets caught in a spiral. To repay its debt and the interest on it, the government has no choice but to borrow more money year after year. Most of the countries in the Eurozone are now in that situation. They borrow heavily on the financial markets and from large private banks that fight fiercely to keep them as clients. Banks love to make loans to sovereigns. Why? Because behind the sovereign are millions of taxpayers. And they're not like the shoppers or it's not like the consumers in a business, because those taxpayers never go away. There's a new one born every single day. And they're going to pay taxes for the next 150 years, unless the country collapses. So why wouldn't you lend to them? Because you know you're going to get your money back. You know there's no bankruptcy law. You know that you can always make a profit on it. It's safe lending. Whereas if I go to a firm that wants to innovate and produce a new asset, you know, a firm that maybe has decided they want to build steam engines in 1700 or something, I then have to assess the risk. Well, that's too risky. Why should I invest in that? Why don't I lend to the government of Spain or to the government of Italy or to the government of Portugal? I know there are German taxpayers, there are French taxpayers there, all of whom are effectively backing up this debt. So I have no fear of taking risks. In Europe, government debt is staggering. 500 billion, 1 trillion, 2 trillion euros. But those figures don't really mean much if you don't compare them to the wealth of a country, its gross domestic product, or GDP. A country's debt is measured as a percentage of GDP. Here, debt represents 50%, and here, 100% of GDP. When the Maastricht Treaty was enacted in 1992, European experts decided that in order to keep debt from getting out of control, countries must not allow it to exceed 60% of their GDP. But that critical threshold has been largely exceeded by most European countries. C'est une situation catastrophique parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité de faire ce que vous voulez en matière de politique budgétaire. When debt rises above a certain level, tax revenues end up going to pay interest on the debt
instead of funding government expenses, hospitals, schools, teachers. How can that debt be repaid? How can we get out of that spiral? Est-ce qu'il faut toujours rembourser une dette? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, vous devez rembourser votre dette si vous avez besoin de demander encore plus d'argent aux gens qui vous ont prêté. C'est ça la règle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas rembourser vos dettes. Si on prend les exemples français avant la Révolution française, les dettes contractées par les rois de France n'ont jamais été remboursées. On a toujours spolié ceux qui prêtaient. Il se trouve que le pouvoir politique de l'époque faisait que les gens qui prêtaient n'avaient pas trop le choix et sinon se retrouvaient en prison s'ils refusaient de continuer à prêter. Debt has always existed. It dates back to the origins of civilization. It even predates the invention of money. The very earliest Mesopotamian inscriptions that we have are actually debts and credits, calculating who owes what to whom within temples and other large bureaucratic systems. So what you have actually are credit systems, and in Mesopotamia, they didn't have cash. While private debt has always existed, public debt, government debt, first emerged in Italy and the major trading cities during the late Middle Ages. Florence, Genoa, and Venice were constantly at war, which cost them dearly. To pay for those wars, sovereigns borrowed from prominent patrician families. The first government bonds were traded, paying interest. Those prominent creditor families would found the first Italian banks, which started lending a lot of money to European monarchs who were caught up in endless wars. Most often, the bankers were ruined by the warlike rulers, an easy way of getting rid of debt, one that would be used for centuries. At the time, governments had power over creditors. Only much later would that balance of power be reversed. When the Allied attack was resumed on a grand scale. After the Second World War, everything had to be rebuilt. Thanks to the support from the Marshall Plan and to massive money creation, the industrialized countries experienced exceptional growth. The 30 years after the war were good. So good, they are known as the economic miracle in Germany and the Glorious 30 in France. Business was brisk, industry was in full swing, and growth in consumption was spectacular. Trouverez dans ces rayons les plus variés ce dont un jour vous avez tellement rêvé. La Samar les appelle, la Samar Iten. C'est ridicule de parler des 30 Glorieuses. Il y a eu les 30 Glorieuses parce que tout était par terre, parce qu'on reconstruisait. Donc c'était effectivement l'immobilier, plus l'automobile, plus l'accès aux biens de consommation américains, genre machines à laver, frigo, etc. On fait que pendant 30 ans, il y a eu un phénomène de reconstruction et de rattrapage du niveau de vie phénoménal. Une bonne guerre, si vous détruisez la moitié de Paris, vous allez avoir un phénomène de croissance extraordinaire. En termes de PIB, vous allez mesurer le PIB et effectivement, vous allez voir que le PIB va être d'une croissance considérable. By the end of the post-war boom, in the early 1970s, government debt in Europe was at record lows thanks to growth and inflation. But the economic machine would soon be upset by two major events. Good evening. First shock. On August 15, 1971, Richard Nixon, President of the United States, whose coffers had been emptied of their gold reserves by the Vietnam War, announced a staggering measure that would drastically change the world economy. To defend the dollar against the speculators, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability
and in the best interest of the United States. But it was not a temporary measure at all. The US president definitely cut the fixed relationship between the dollar and gold. The dollar became a floating currency like every other currency around the world. All the currencies of the world that were either tied to the US dollar or the British pound, by 1971 were now pure fiat currencies. They're not backed by anything. They're just backed by the confidence that people have in those currencies. That abandonment of the gold standard cleared the way for significant currency market speculation. The free circulation of capital on international markets intensified. It was the beginning of a period of great financial instability. Two years later, in 1973, another major event occurred, the first oil crisis. In 1 year, the price of crude oil soared, going from $2 to $6 a barrel. On passe d'un monde de certitude économique à un monde d'incertitude. Le prix du pétrole entre 1945 et 1970, c'est plat. Donc on a une prévisibilité absolue. On peut faire des modèles économétriques, on sait exactement combien va être le prix. C'est à peu près la même chose pour les monnaies. Là, on rentre dans un monde totalement différent, où non seulement les prix du pétrole bougent comme un bruit blanc, donc imprévisible, exactement la même chose pour les taux de change. The sudden increase in the price of oil weighed heavily on the world economy. It put the brakes on growth. Production costs went up. Prices went up. Inflation skyrocketed. High inflation has a major drawback. It impoverishes savers and investors, since their money depreciates. For governments, inflation became the new enemy to be defeated at all cost. À partir du moment où vous rentrez dans un monde où l'inflation est beaucoup plus faible, ça a tendance à défavoriser les investissements et à favoriser les placements financiers. Il faut voir l'économie comme une lutte, si vous voulez, à la classique, on va dire, entre les salariés et les patrons. Ça, c'est la vieille histoire classique, qui existe encore, bien sûr. Et il faut la voir aussi comme une grande bagarre entre créditeurs et débiteurs, ou financiers et producteurs. Ça, c'est la grande bagarre qu'on ne voit pas et qui est derrière tous les choix en matière d'inflation, en matière de monnaie forte, etc. C'est ce qu'on peut appeler la dictature des créanciers. Ce n'est plus les débiteurs qui font la loi, comme dans les 30 Glorieuses, où c'était les entrepreneurs et les consommateurs qui faisaient la loi. Ce sont maintenant les créanciers qui font la loi. Et c'est une économie tout à fait différente. Parce que les créanciers, ils ont besoin d'une économie qui est perpétuellement endettée, et ils ont besoin d'une économie où la monnaie est très forte. Donc c'est ces deux choses-là, ils n'ont surtout pas d'inflation, parce que leur capital se dévalorise, et surtout que la dette continue, puisqu'on continue à rembourser la dette. Voilà, donc on passe d'un monde à dominante industrielle, où les investissements productifs sont privilégiés, à un monde où la finance joue un rôle beaucoup plus central. Alors, du point de vue de la dette publique, ça a un impact considérable, parce que tous les pays qui commençaient à être endettés vont avoir plus de difficultés à gérer leur dette. Starting in the 1980s, the industrialized countries began to borrow heavily on the international market, after which their public debt would never stop increasing. Margaret Thatcher came to power in England, and Ronald Reagan in the United States. It was the advent of neoliberalism, an economic doctrine that also spread throughout Europe. Governments everywhere were lowering taxes, privatizing public assets. These would be the years of easy money. Stock markets expanded, Wall Street in New York, the City in London. On both sides of the Atlantic, governments deregulated bank credit. Unchecked capital flows moved through markets worldwide.
By dint of deregulating and liberalizing, those governments became dependent on financial markets, which by then were an inescapable part of the economic system. The debt machine was taking shape. Everyone went into debt: governments, businesses, and individuals. The economic system had turned into a machine for creating debt. And the banks got rich on the interest paid by borrowers. Credit became the primary fuel for growth. But how does credit work? Banks possess only a small amount of the money they lend. Money is created by private banks on a simple request for credit and a promise of repayment. The sum is erased as soon as the loan is repaid. That is a huge thing. It's how we've always created money from the beginning. And it's a wonderful thing. If you have a banking system that can create credit like that, that is a very good thing. Because it means you can create finance in a crisis. You can bail out AIG. You could finance climate change. You can finance a war. And that's how we've always done this. The public hasn't understood that. The public thinks that money comes from me working hard, digging the soil, working hard, and at the end of the month, I earn some money. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait, ça devrait être un bien public. Or, c'est devenu un bien privé. L'argent, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est ce qui nous permet de vivre, l'argent. Et bon, comme l'eau, comme l'air, qui devraient être des biens publics. Le jour où l'air est privatisé, vous allez être très malheureuse. Il va falloir que vous mettiez des pièces de 1 euro pour avoir votre litre d'air. L'argent qui était devenu un bien public, c'est-à-dire que c'était l'État qui gérait la création monétaire, est redevenu un bien privé, c'est-à-dire créé par les banques, c'était créé par des puissances autonomes, de grandes puissances autonomes, dans les années 70. Et après, ça n'a fait que s'amplifier. Et ça leur donne une tutelle sur l'économie qu'elles n'avaient pas, puisque c'était plutôt les producteurs qui avaient la tutelle de l'économie, et maintenant ce sont les financiers qui ont la tutelle de l'économie. The central banks produce 5% of the credit in the world. The private banks produce or create out of thin air 95% of the credit in the world. And they have virtually no regulation over that. Now, what Keynes argued in the 1930s was, we must manage this process. It can create vast bubbles of debt. It can go out of control. We must manage it. After the crash of 1929, the great British economist John Maynard Keynes warned politicians. The credit machine needs to be controlled so that it operates not just to benefit speculators, but to benefit all of society. When we managed the financial system between 1945 and 1971, there was not a single financial crisis anywhere in the world. And then in 1971, the bankers lobbied and they said, no, we don't need controls. The market will discipline us. We will blah, blah, blah. And we began to lift all these regulations. And then crises began, one after the other. First at the periphery and then in the core. (1999) saw the advent of the euro and the creation of the European Central Bank, which would ensure its stability. At the time, global growth was strong. The level of public debt was starting to decline. Europe was breathing easy. Confident, financial markets lent generously to governments. And the weakest economies, Spain, Greece, Italy, Portugal, suddenly had access to loans at very low interest rates, close to those available to Germany. That low-cost financial windfall was an economic boost. All was well.
Meanwhile, on the other side of the Atlantic, a housing bubble was expanding. And then the subprime crisis struck. Thousands of homeowners lost their homes. They had taken out loans with interest rates that rose sharply, and they found themselves unable to make their mortgage payments. Many banks were in danger. On September 15, 2008, Lehman Brothers, one of the largest U.S. investment banks, collapsed. Et la crise de Lehman Brothers, c'est plus qu'un phénomène spéculatif. C'est un phénomène spéculatif, mais c'est une chaîne de Ponzi. C'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant la chute de Lehman Brothers, c'est qu'il fallait qu'il y ait de plus en plus de pigeons qui entrent sur le marché pour que le système continue à croître. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait rembourser les dettes que parce qu'il y avait de plus en plus de créanciers qui rentraient sur le marché, jusqu'à ce qu'on ait raclé les fonds et que les derniers créanciers soient rentrés. Les derniers créanciers, c'était ceux qui ne pouvaient pas payer. C'était les subprimes, c'est-à-dire c'était les Noirs de Louisiane qui n'avaient pas un rond pour rembourser leur maison, mais on leur avait dit, comme la valeur de ta maison va augmenter, tu vas pouvoir potentiellement la revendre et rembourser, ce qui ne s'est pas passé. Donc à partir de ce moment-là, la chaîne de Ponzi s'écroule, et c'est comme un château de cartes, ça a été la faillite de celui qui garantissait soi-disant toute cette chaîne, c'est-à-dire Lehman Brothers. After the fall of Lehman Brothers, European banks with close links to American banks risked bankruptcy in turn. Governments only just managed to save them in order to avoid the collapse of the whole system. Donc on est dans ce cercle vicieux où on a un soutien d'État qui permet aux banques de grandir toujours plus, de développer des activités qui les rendent toujours plus fragiles, et puisqu'elles sont fragiles, il faut les soutenir encore plus. Donc plus je suis fragile, plus il faut me soutenir, plus vous me soutenez, plus je grandis, plus je rends le système fragile. Il faut arrêter ce système. In Spain and in Ireland, after the advent of the euro, and thanks to loans from German, French, and English private banks, developers invested heavily in real estate. On a bétonné toute la côte méditerranéenne de l'Espagne, on a construit des aéroports partout. En Irlande, on a construit des logements bien au-delà des besoins. On a spéculé, on a fait de Dublin une capitale presque aussi chère que New York. Rendez-vous compte, dans une petite île comme l'Irlande. Les gouvernements irlandais de l'époque, les gouvernements espagnols de l'époque, ne pouvaient pas ne pas voir que ce qui se développait était une bulle. Cette bulle a éclaté, ce qui s'est traduit par des pertes colossales pour les banques et les sociétés immobilières qui avaient investi, et les États n'ont eu d'autre choix, ou en tout cas ont fait le choix, de se porter au secours de leur secteur financier. Et donc du jour au lendemain, lorsque le gouvernement irlandais dit « je m'engage à garantir intégralement toutes les pertes subies par mes grandes banques », eh bien alors évidemment, ce qu'on fait, c'est transférer une dette publique, une dette privée irrécouvrable dans les livres du gouvernement, c'est-à-dire on en fait de la dette publique. À partir du moment où vous rentrez dans la cour des grands, dans la cour des grandes banques systémiques, comme on dit, c'est-à-dire les banques dont on peut penser que personne ne les laissera tomber parce que si elles s'effondrent, elles entraînent dans leur sillage l'effondrement de l'économie. Lorsque vous faites partie de ce club-là, vous vous trouvez dans une position extraordinaire. Extraordinaire parce que il vous est possible de faire les paris les plus fous, les paris financiers les plus fous, de prêter à n'importe qui du moment que ça rapporte, parce que vous savez que tant que ça rapporte, ça vous rapporte, et lorsque ça ne rapporte plus ou que ça coûte, c'est-à-dire lorsque vous commencez à faire des pertes, l'État sera là. Donc c'est un casino extraordinaire, parce que pile je gagne, face le contribuable paye. C'est formidable. Dans l'Ancien Régime, si je puis dire, dans l'Ancien Régime ancien, le danger, c'est l'État. Quand il ne paye pas et qu'il met en danger les banques. Parce que quand l'État cesse de payer ses créances, ses dettes,
il met en péril les banquiers qui lui ont prêté. Là, il y a une grosse difficulté, c'est effectivement la nouvelle fonction, la nouvelle place des banques par rapport au circuit économique. If governments had to bail out the banks, it was because they could no longer be allowed to go fail, since those banks are us. They are the accounts of millions of citizens. We are caught in the machine. The economic crisis and the government bailouts of the banks led to a spectacular increase in public debt in Europe. The debt machine raced out of control. The first country to declare bankruptcy was Greece in November 2009. The newly elected Prime Minister, George Papandreou, revealed the real figures that had been hidden by the previous governments. Greek public debt had reached 129% of GDP, well above the 60% threshold set by the Maastricht Treaty. He asked for help from Europe. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. That announcement was like a bolt of lightning striking Europe. The Eurozone itself was called into question. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir denken auch für die Zukunft, denn Europa ist auch unsere eigene Zukunft. Und deshalb hat Wolfgang Schäuble nicht für Griechenland Vorschläge gemacht, sondern dass wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, in dem es in der Ultima Ratio sogar möglich ist, ein Land aus dem Euroraum auszuschließen, wenn es die Bedingungen langfristig immer und immer wieder nicht erfüllt, meine Damen und Herren. Sonst kann man nicht zusammenarbeiten. Would Europe respect the Maastricht Treaty, which forbids the European Central Bank from bailing out indebted countries? European governments hesitated. Would they guarantee Greece's debt? Should part of it be restructured or canceled? Or should they help Greece pay its creditors? The heads of state could not reach an agreement. While Europe was hesitating, markets were speculating on the Greek debt, and confidence collapsed. The fear was that if Greece restructured its debt, might the markets pull back from Spain, from Italy, from La Belle France, and might not Europe bring upon itself the catastrophe that it so wished to avoid. And therefore, the argument was, it is far better to give Greece all the money it needs to repay its indebtedness than to run the risk that the market would perceive a sovereign restructuring in Europe as infectious, as contagious. Only after 6 long months of crisis did Europe finally decide, despite resistance from Germany, to lend Greece enough to pay its creditors. À ce moment-là, si on avait réagi en bloc uni, en bloc européen, c'est-à-dire j'aurais dit, écoutez, la Grèce, ça fait partie de l'Europe, de la zone euro, on va éponger, on veut personne qui se mêle de nos affaires, on aurait clos le problème, il n'y aurait pas eu de crise de l'Europe. Il se trouve que cette union politique n'a pas eu lieu. Qu'en mai 2010, les pays européens ont décidé de disloquer la zone euro, ou de laisser la zone euro être disloquée par les marchés financiers et les attaques financières. Et depuis lors, on pagaie à contre-courant, mais on a beaucoup de mal à remonter le torrent parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a coulé beaucoup d'eau depuis mai 2010. Ces plans d'aide à la Grèce, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des États européens qui se substituent à des créanciers privés pour assurer le financement de la dette grecque. Not one euro of debt has been written down in these years. What has changed is the identity of the creditor. So money was owed to bondholders in 2010. It's now owed to the IMF and the EU.
If you can solve a debt crisis simply by changing the identity of the creditor, then this one is solved. La Grèce vit et se vit comme une expérience. Et les Grecs se vivent comme des rats de laboratoire. La profondeur de la crise est beaucoup plus importante que le fameux krach de 1929. Donc c'est vraiment quelque chose d'inconnu. En revanche, la politique qui lui est appliquée est une politique qui n'apporte pas de résultats et qui creuse la récession, qui creuse les déficits, qui augmente la dette, qui fait baisser le PNB et qui fait perdre aux gens tout repère. Being in debt isn't only about owing money. It's also about being in the wrong. There's the financial debt, but also a moral debt that weighs just as heavily on the inhabitants of the indebted countries. Debt and guilt. Double jeopardy. On s'est senti coupable. Et les mesures, le programme, au début, il passait comme une sorte de punition. Et je pense qu'au début, on a accepté cette punition parce que ça répondait à un sentiment de culpabilité qu'on avait. Just because I happen to live in Greece, somehow I'm a sinner, I'm a bad person because of some political acts done by political representatives of one kind or another. Therefore, it's okay for people to have their lives destroyed. It's okay for people to have to pick through garbage and not have anything to eat. It's okay for cancer patients to be denied medicine. If we're ever going to have morality in the world, we need to absolutely reject that logic. If there's individuals responsible, hold them responsible. But don't hold a collectivity responsible for the deeds of a few. Ce n'est pas un péché de s'endetter. Et il est très regrettable que certaines cultures ou certaines approches politiques veuillent assimiler l'endettement à quelque chose de moral, de bien ou de mal. Ce n'est qu'un contrat économique et cela ne doit perturber aucune conscience. To resolve the Greek debt crisis, Europe granted it financial assistance. In exchange, it imposed a draconian austerity program. The country was placed under stewardship and lost part of its sovereignty. It is under surveillance by the Troika, 3 delegates of the European Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund. Other countries in the Eurozone, also over-indebted, would be controlled by the Troika in turn and subjected to similar austerity programs. Portugal, Ireland, Greece, Spain, the pigs. The inhabitants of those countries feel like that's how the rest of Europe sees them. In Spain, half of the young people are unemployed, and government debt is about to reach 100% of GDP. The sound of those protests reached all the way to Brussels. The Troika had become a curse. So much so that the European Parliament held a special session about the Troika's actions. National and European MPs questioned European leaders. Είσαστε ικανοποιημένοι από τις συνέπειες του προγράμματος που επιβάλλατε στην Ελλάδα, προκαλώντας καταστροφική ύφεση, τεράστια ανεργία, εκρηκτικές ανισότητες, ανθρωπιστική κρίση? Γιατί χρειάστηκε να καθυστερήσετε 4 χρόνια για να διαπιστώσετε ότι η Τρόικα στην Ελλάδα δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και έλεγχο? Γιατί μέχρι τώρα αναβάλλετε όλοι μαζί
μια ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα του χρέους. Γιατί το πρόβλημα του χρέους δεν είναι μόνο ελληνικό. Wenn ich das richtig sehe, hat im griechischen Parlament, im portugiesischen Parlament, im spanischen Parlament, im irischen Parlament jeweils dazu eine Beratung und Abstimmung stattgefunden. Mangel an demokratischer Legitimation ganz sicher nicht. Worüber wir reden müssen, ist, ob die Programme die Wirkung haben, die wir uns von ihnen erhofft haben. Das ist eine ganz andere Frage. Ob das, was wir mit diesen Programmen kurzfristig und langfristig erreichen wollen, so treffergenau stattfindet, wie wir uns das vorgestellt haben. Dazu sind Zweifel erlaubt. I am absolutely confident, sure, that if Greek did not implement the program, the situation will be much worse today. I am convinced of that. E ouvir dizer que os programas da Troika foram um sucesso. Não existe sucesso para as populações que estão as mais pobres, e termino, do que estavam há 3 anos atrás. E acho que o Parlamento e as instituições europeias têm que começar a perceber este déficit sobre o peso das pessoas perceberem que estamos a governar contra elas. Sin que haya una solidaridad entre el centro y la periferia, Europa no salvará su moneda, Europa no salvará su economía, Europa no salvará su sociedad y Europa perderá su proyecto. Muchas gracias. Europe is a disappointment. The austerity programs were poorly implemented and poorly explained. Europe is starting to look like an evil monster, kicking people while they're down. All over the continent, there is increasing support for nationalist parties. Anti-finance and Eurosceptic parties are gaining ground. Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα, ήλθε η ώρα να φοβηθούν. Ερχόμαστε. Liberate Europe from the monster of Brussels. Nous voulons être maîtres chez nous. We're going to see reaction to the liberalisation of finance, just as we saw it in the 1920s, and it's going to be ugly. It already is ugly. It's ugly in Greece, it's ugly in France, it's ugly, you know, in many parts of the world, where people are saying, if my government won't look after my interests, if my government will not arrange for my young people to have employment, then I will look for a strong man who will do that for me, who will give me security and give my children employment security. And I don't care what sort of strong man it is. If he's a fascist, I don't care. If he promises to secure the stability of my life and my people, I will vote for him. I think that's where we are heading. And I don't think our leaders have the vision to understand that's the threat that we face. So what are the solutions? How can we curb that debt machine? What mechanisms can we use? Why not play on inflation like other countries do? Les États-Unis n'ont jamais remboursé leur dette. Jamais. Alors pourquoi ils ne remboursent pas leur dette? Tout simplement parce que le jour où on leur dit il faut que vous nous remboursiez ce qu'on vous a prêté, ils baissent le dollar. Ils font baisser le dollar, et donc ce que vous leur aviez prêté 100, ils vous disent je vous rembourse 50, mais c'est la même chose parce qu'entre-temps, le dollar a été baissé de moitié. Je caricature, mais c'est un petit peu comme ça que les Américains fonctionnent. Il faudrait presque conseiller à la zone euro d'être un peu comme les Américains, c'est-à-dire d'utiliser le taux de change pour faire un peu, pour donner un peu de souplesse à la capacité de rembourser sa dette. After the Second World War, French and German debt was 2 or 3 times higher than it is today. But inflation literally absorbed it. Cette solution n'est pas totalement abandonnée, sauf qu'en Europe, elle n'est plus praticable à cause du système de l'euro qui interdit ce genre de dépréciation de la monnaie entre pays, puisque l'euro est la monnaie unique. En rejoignant la zone euro, un État abandonne le droit de battre monnaie, comme on disait de façon ancienne. Abandonner cet outil, c'est renoncer à un outil qui est potentiellement utile et surtout se ligoter les mains dans des situations où il serait nécessaire qu'elles ne soient pas ligotées.
wir Deutschen sind es gewöhnt, mit einer harten Währung, der deutschen Mark, zu exportieren und wir haben es geschafft. Das heißt, andere Länder können es auch schaffen. Und deswegen kann nicht die Politik darin liegen, den Euro zu anderen Währungen niedrig zu machen, sondern selber Anstrengungen zu unternehmen, um wettbewerbsfähig zu sein, weil ein harter Euro heißt, dass die Ersparnisse der Menschen auch wirkliches Geld sind, das einen Wert hat. Und auch hier gilt, wer den Euro weich macht, auch im Außenwert, der macht die Menschen arm. Das kann nicht Aufgabe der Politik sein, Menschen arm zu machen. Tilt the banknote to see the hologram and emerald number. Worth a closer look. The euro, our money. A strong euro benefits the countries of Northern Europe, but penalizes those of the South. Is Europe going to fall apart? Could growth return and reverse the trend? Il faut être fou, aveugle et sourd pour croire que la croissance va être au rendez-vous. Je veux dire, on constate qu'il faut mettre de plus en plus de dettes dans le moteur, en fait, pour que la croissance revienne. C'est ce qu'on a fait ces 30 dernières années. Pour avoir une croissance qui, en moyenne, ces 30 dernières années, était 2%, on a dû s'endetter toujours tenter plus. Donc, s'imaginer qu'avec la croissance, on va réduire la dette, en fait, c'est l'inverse. Pour avoir la croissance, on va devoir s'endetter encore plus. Donc, ça ne marche pas. Moi, je pense que c'est fini, là. Je pense que c'est assez simple, là, ce qu'il faut faire. On le voit, ce qu'il faut faire. On le sait, ce qu'il faut faire. Il faut revenir au traité de Maastricht, après tout, puisqu'on a signé ce traité. Bon, alors, c'est pas compliqué. Pour revenir au traité de Maastricht, il faut que la dette au-delà de 60% soit restructurée, au moins qu'elle devienne collective. C'est-à-dire que pour les Portugais, pour les Grecs, pour les Français, pour les Allemands même, tout ce qui est au-delà de 60%, c'est le pot commun. C'est toute l'Europe qui garantit cette dette. Donc les marchés nous foutent la paix. C'est fini, désormais. Et les gens pourront recommencer à respirer. And why not? United for better or for worse. Debts of European nations unite. To have a monetary union work effectively, what happens is that the more efficient regions, or in the case of the Eurozone countries, become even more efficient and wealthier. The poorer regions, or less efficient regions, become poorer and less efficient. Italy's south was industrializing until the country unified, and in the 1860s and 70s. And once that happened, if you were an Italian investor in the South, why would you invest money in the South when you could earn more money by putting your savings in Milan or investing it in the north of Italy? So the South became steadily poorer. So what did the Italians have to do? They had to always, and they're still doing it, had to send money to the South regularly, not lend money, but give grants. And in the old days, they had the big Cassa per il Mezzogiorno, the fund for southern Italy, which paid out tens of billions of dollars over a century. I mean, it's endless payments that have been needed. The wealthier provinces have to send money to the poorer provinces, not lend money, send it. An appealing idea. Unfortunately, the Maastricht Treaty stipulates that each country must manage its debt alone. Europe is far from being a cohesive union. And yet, in 2012, for the first time, the president of the European Central Bank, the ECB, took political responsibility within the Eurozone. The euro is irreversible. We will do whatever it takes within our mandate to have a single monetary policy in the euro area and to maintain price stability in the euro area and to preserve the euro. À l'automne 2012, la zone euro n'existe quasiment plus. Et là, Mario Draghi va prendre la bonne décision. Il va dire, écoutez, il n'existe pas de possibilité
dissocier ou de discriminer les pays de la zone euro. Moi, patron de la Banque Centrale Européenne, j'assurais à tous les pays de la zone euro, quelle que soit leur situation, le financement maximum pour qu'ils puissent rester dans la zone euro. Il n'existe pas, à mes yeux, en tant que patron de la Banque Centrale Européenne, de différence entre l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Tout le monde a droit au même taux d'intérêt. Et si vous n'êtes pas, vous les marchés financiers, capables de donner ce taux d'intérêt-là, eh bien moi, en tant que Banque Centrale Européenne, je le donnerai à ces pays-là. Et à ce moment-là, du fait de la puissance de feu de la Banque Centrale Européenne, quand il fait cette annonce-là, les marchés financiers plient. Ils savent qu'ils ont perdu, que le plus fort dans l'histoire, c'est la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle est, pour la première fois d'ailleurs, prête à créer de l'argent, si nécessaire, pour traiter à égalité tous les pays de la zone euro. But couldn't we simply just erase the debt? I personally feel that a general jubilee would be really helpful. This is something that's happened throughout human history. It's not unprecedented, and even recently, some quite conservative regimes have done it secretly. I believe that not only Saudi Arabia, but Kuwait, I think maybe Bahrain, as a way of fending off social unrest, the first thing they did during the Arab Spring was cancel debts. So debt cancellation can be done to preserve the social order, but can also be done to transform it. Most revolutions involve cancellation of debts. Ironically, German prosperity now is based on the cancellation of German debts after World War II. It seems very ironic that the German public is absolutely unwilling to even renegotiate debts of countries like Greece, calling them debt sinners, when in fact all debts were canceled after World War II, and it was that freedom which actually made the German economic boom possible. Qui a profité de l'économie de la dette ces 30 dernières années? Les patrimoines. Puisqu'en fait, la dette est telle que l'intérêt va à ceux qui prêtent, et ceux qui prêtent, ce sont ceux qui ont, c'est-à-dire le patrimoine. Aujourd'hui, les Européens disposent d'un patrimoine global, accumulé, de 60 000 milliards d'euros. C'est la taille du magot sur lequel les Européens sont assis. Petit détail, c'est que 1% des Européens possèdent 25% de ce magot. 10% des Européens, les 10% les plus riches, possèdent 60% de ce magot. Et, rassurez-vous pour eux, chaque année, grâce à la dette, ils s'enrichissent. Parce qu'évidemment, c'est eux qui reçoivent le principal et les intérêts. Et donc, la logique voudrait que le problème de la dette financière soit réglé, en tout cas pour ce qui est de sa composante publique, la dette publique, soit réglé par un impôt sur le patrimoine. C'est même le FMI qui le dit. Et donc, faisons finalement subir un prélèvement exceptionnel de crise à ceux qui ont bénéficié finalement des années folles de l'endettement. Autrement dit, allons prendre dans leur poche droite de quoi leur rembourser dans les poches gauches, c'est-à-dire c'est une autre manière d'annuler la dette. L'inconvénient, c'est que c'est difficile à faire tout seul, en tout cas pour des petits pays. Donc prenons le cas de la Grèce. On demande aujourd'hui à la Grèce de faire payer plus d'impôts à ses contribuables fortunés. Ce qui est une bonne idée, parce que le système fiscal grec n'est pas merveilleux, et il y a des contribuables fortunés en Grèce qui souvent ne payent pas beaucoup d'impôts. Le seul problème, c'est que si on demande à la Grèce toute seule de faire ça, elle a beaucoup de mal, parce qu'il suffit à un riche grec de cliquer sur un bouton pour envoyer son portefeuille financier, typiquement dans une banque française ou dans une banque allemande. Donc si on laisse la Grèce toute seule essayer d'avoir un système fiscal juste et efficace, elle n'y arrivera pas si on n'a pas en même temps une coordination fiscale très forte, avec des transmissions automatiques d'informations bancaires permettant de savoir qui possède quoi où, au moins dans l'espace de la zone euro. Europe has long been powerless against tax evasion. It is finally taking action now, requiring transparency. The champions of bank secrecy, Switzerland, Austria, and Luxembourg, have agreed. La finance, c'est un serviteur, doit être un serviteur, mais ne doit en aucun cas être le maître. La finance est un moyen, mais n'est pas l'objectif. Au fond, on devrait avoir des économistes comme des comptables, quoi, comme des dentistes.
Hein, je n'ai pas les dentistes qui vont faire décider de l'avenir de la nation. Ils sont des gens formidables, surtout quand on a mal aux dents. Mais bon, à partir de là, on va leur demander d'être des techniciens. On ne leur demande pas d'être des idéologues. C'est-à-dire qu'on a construit une morale autour de l'économie qui est une morale extrêmement dure, hein, très dure. C'est une morale très difficile à vivre. La vie est très violente avec le capitalisme. Elle est très, très violente. Même si on ne s'égorge pas dans les coins des rues, mais ça veut dire qu'on prépare une souffrance perpétuelle des gens. C'est tu dois, tu es dans la culpabilité, tu es dans la dette, tu es dans le devoir. Et ça, c'est les économistes qui ont créé ce type de société. Debt, the economy, and finance are on our minds constantly these days. We're all caught in the debt machine. The debt, its grip, and its dictates have insinuated themselves into our relationships with others and into our lives. But debt is not life, and we must learn to free ourselves from it.